Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Je parle pour dans 10 siècles et je prends date. On peut me mettre en cabane. On peut me rire au nez, ça dépend de quel rire. Je provoque à l'amour et à l'insurrection. Yes. I am un immense provocateur. L'objectif de ce petit traité de l'amour à l'usage des connards est de sortir des distinctions traditionnelles entre différentes formes d'amour, entre amants éros, entre amis, philia, entre croyants agapés, souvent présentées comme irréductibles les unes aux autres et non comme les facettes d'un même phénomène. Plutôt que de voir l'amour comme imprévisible, parce que c'était lui, parce que c'était moi, irrationnel, le cœur a ses raisons que la raison ignore, et non quantifiable, quand on aime on ne compte pas. Il s'agit au contraire de l'aborder comme un carburant universel, l'amour fait tourner le monde, qui peut donner une force illimitée, la foi peut soulever des montagnes, à condition d'être gérée avec rigueur et donc notamment avec des chiffres, les bons comptes font les bons amis. Il s'adresse autant au connard intime qui sommeille en chacun de nous qu'au connard en fonction, celui qui a des responsabilités et qui ne tient pas spécialement à être le pire de tous, mais qui ne voit pas de raison de l'être moins que les autres non plus. L'enseignant qui met des mauvaises notes, le directeur qui planifie des licenciements massifs, le client qui malmène un employé de service après-vente. Ce traité part du principe que la guerre, la misère et l'ignorance ne sont pas des fatalités et qu'une seule et même méthode permet de les éviter, faire grandir l'amour, à l'école, au travail, à la maison. Il n'y a que 24 heures dans une journée et plus ce temps est consacré à faire ce que l'on aime avec des gens que l'on aime, moins il y a de place pour la souffrance, la colère et la haine. L'amour est défini comme une force d'attraction qui peut se transformer, ou non, en lien d'attachement. Cette force est une donnée d'entrée, la variable indépendante dans l'équation de l'amour. Les liens sont la donnée de sortie, la variable dépendante résultat de la transformation opérée. L'enseignement, le management, la politique sont des sciences appliquées de cette transformation, mais utilisant des variables d'entrée et de sortie différentes, elles ont tendance à oublier qu'elles poursuivent le même objectif. Comme la lettre volée dans le roman d'Edgar Poe, l'amour est sous leurs yeux, bien en évidence, mais présumant qu'il est caché, elles le cherchent où il n'est pas. Réussite, richesse, renommée. De ce manque d'unité des sciences humaines et sociales, découle leur difficulté à répondre aux défis sociétaux et environnementaux actuels. Des risques majeurs, réchauffement climatique, extinction des espèces, sont minimisés car non chiffrés ou comptabilisés. La crise du coronavirus démontre qu'il est possible, en quelques semaines, de suspendre partout dans le monde et au même moment un système économique dont on nous disait jusqu'ici qu'il était impossible à ralentir ou à rediriger. C'est possible maintenant, c'était possible hier et ça le sera demain. Si cela ne se faisait pas avant, ce n'était donc pas par manque de capacité ou de moyens, ni même par manque de bonne volonté individuelle, mais à cause de blocages au niveau de l'organisation collective. Cela devrait donc être en premier lieu aux sciences humaines d'apporter des réponses. Le connard achetait du bio importé d'Australie et jetait l'emballage dans la poubelle verte, ou jaune, il n'est pas sûr, attendait la 5G avec impatience pour pouvoir écouter Urma Thunberg dans son 4x4 électrique et voter unanimement la nouvelle charte des valeurs sociales et environnementales de son entreprise en conseil d'administration. Il savait parfaitement que tout cela était dérisoire au regard de l'imminence et de la gravité du danger, mais pris par chacun de ses rôles, clients, salariés, électeurs, il ne savait pas individuellement et collectivement, par quel bout attaquer le problème, ni comment lancer l'impulsion d'un véritable changement, personne ne voulant s'y mettre par crainte de la défection des autres. Un simple virus a suffi pour montrer que cela était possible. Le connard a donc tout ce qu'il faut entre les mains pour effectuer la bascule, mais il lui manque une vision d'ensemble, une théorie de la transformation des attractions en attachement. Ce traité ne contient pas de technique de séduction, de commandement divin, de préconisation thérapeutique ou de recette du bonheur, mais plutôt des principes de management au sens large de gestion des organisations et des communautés. Le connard ne sera ni plus ni moins séduisant, spirituel et heureux après avoir fait la bascule qu'avant, il aura simplement évité la catastrophe. Autre constante, il sera toujours un connard. Il n'aura pas changé. Il se sera simplement organisé autrement. Le connard est tout aussi pressé,
irrespectueux et irritable quand il arrive sur un rond-point que sur un carrefour. S'il en sort avec moins d'accidents et moins d'embouteillages, ce n'est pas en étant devenu moins connard, mais uniquement grâce au dispositif. Être un connard est un droit inaliénable et imprescriptible que toute organisation humaine doit accepter en premier lieu sous peine d'être désertée à la moindre occasion. Le connard ne s'attache que très faiblement aux organisations qui peuplent son quotidien et commandent sa vie de la maternité à l'hospice, de la maternelle à la retraite, du mariage au divorce. C'est pourquoi il en parle beaucoup, que ce soit pour les louer ou les critiquer, pour les modifier ou pour les détourner de leur fonction d'origine. C'est pourquoi aussi la plupart d'entre elles meurent et seul un petit nombre survit à travers les siècles. Les croyants ne sont pas moins connards que les mécréants, et la foi ne rend personne meilleur. Par contre, la transformation de la croyance en Dieu en attachement à une communauté religieuse est un business juteux. Peu d'organisations peuvent se vanter d'être à la fois multimilliardaires, multinationales et multicentenaires comme le Vatican. Si ces organisations défient le temps, c'est parce qu'elles carburent à l'amour comme force d'attraction qui peut se transformer en lien d'attachement. Sans cette donnée d'entrée et sans ce résultat concret en sortie, les organisations disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues, car le connard est sans pitié, il les quitte sans hésiter dès qu'il en trouve de meilleurs. Dans l'idéal, s'il pouvait s'en passer, il le ferait. Ce traité ne lui explique pas comment faire ses choix individuels, mais plutôt comment organiser au mieux les choix collectifs en faisant l'hypothèse que tout le monde est un connard qui suit le même modèle de choix individuel, ni plus, ni moins. Sans excès, mais sans regret non plus, un connard moyen veut pouvoir suivre ses attirances et tirer profit de leur force pour construire le maximum d'attachement en un minimum de temps. Le premier chapitre explique plus en détail d'où vient cette définition de l'amour, comment elle se positionne par rapport aux théories existantes et ce qu'elle apporte pour mesurer l'amour. Bien sûr, dans un monde idéal, il ne devrait pas être nécessaire de mesurer l'amour. L'idée même serait une monstruosité et tout ce livre une perte de temps. Mais si nous étions dans un monde idéal, nous n'accorderions pas autant d'importance à tous ces autres chiffres qui nous gouvernent, l'argent, les likes. Dans un monde imparfait, ne pas chiffrer l'amour du tout alors que à peu près tout et n'importe quoi peut être chiffré en temps réel, est une curieuse négligence. Le second chapitre donne une définition plus précise du connard et de ses calculs. Le connard, comme la connerie, souffre d'une image négative. Plutôt qu'une approche empirico-inductive, qui partirait de comportements observés de manière régulière pour construire une théorie du connard ou de la connasse comme type d'individu différent des autres avec sa logique propre et ses caractéristiques, imbu de sa personne et s'autorisant tout sans égard pour autrui, l'approche retenue est hypothético-déductive. À quoi ressemblerait un monde uniquement peuplé de connards ? À quelles conditions ce monde pourrait-il être vivable ? Le propre du connard n'est-il pas justement de prétendre qu'il existe des connards et que lui-même n'en est pas un ? Sauf avec ceux évidemment avec qui tout est permis, le plus cruel étant sans doute de les ignorer ? La seule façon de ne pas être un connard en parlant des connards est donc de porter un regard bienveillant et positif sur eux, d'éprouver de l'empathie à leur égard et de se mettre à leur place. S'ils sont ainsi, c'est toujours par manque d'amour ou par peur de le perdre. Ils sont peu enclins à en donner, car sans garantie d'un retour sur investissement rapide et fiable. Le troisième chapitre montre qu'un tel monde est possible et que le connard peut être de bonne compagnie à condition de pouvoir faire les bons calculs avec les bons chiffres, ce qui n'est pas le cas en ce moment, mais ce n'est pas une fatalité. Les indicateurs actuels, purement économiques, peuvent être aveugles à des externalités négatives pour le bien-être humain et la santé de la planète. Toutefois, la pandémie a démontré que l'humanité était capable de se coordonner à l'échelle de la planète pour stopper ses activités économiques en quelques semaines sans attendre que les systèmes de santé ne soient complètement débordés, et que les cadavres s'amoncellent dans les rues comme au siècle précédent. Les pays qui connaissent encore ce genre de situation reçoivent de l'aide. C'est un progrès indéniable. De même, et c'est nouveau, notre civilisation sait que les civilisations sont mortelles, qu'elles peuvent s'effondrer et disparaître. Elle sait que les Mayas se sont relevés d'un premier effondrement, puis se sont effondrés une deuxième fois sans même savoir que l'histoire se répétait. C'est un progrès aussi. Rien n'interdit donc d'imaginer un monde où les actionnaires pourraient dire aux dirigeants « Hop, hop, hop,
Je ne vois pas comment vous faites grandir l'amour dans votre business plan, ça risque de coûter un pognon de dingue votre truc. Les élèves pourraient dire au ministre. Hop, 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 votre réforme du baccalauréat est bien jolie, mais pouvez-vous nous garantir que nous sortirons du lycée avec plus d'amour en poche? Et les journalistes diraient aux candidats aux élections municipales. Hop, 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 votre programme de juin c'est le même que celui de mars. Entre les deux, il y a eu une pandémie mondiale. Comment allez-vous relancer la croissance nationale de l'amour? Chapitre 1 – Définition de l'amour et de sa mesure. Phèdre dit avec une espèce d'indignation. Ô Éric Simac, n'est-ce pas une chose étrange que de tant de poètes qui ont fait des hymnes et des cantiques en l'honneur de la plupart des dieux, aucun n'ait fait l'éloge de l'amour qui est pourtant un si grand Dieu? Il peut paraître surprenant de chercher à mesurer l'amour, mais il est tout aussi surprenant que nul ne s'y soit employé compte tenu de l'ancienneté du sujet et de son importance dans les relations humaines. Tout est chiffré aujourd'hui, sauf l'amour. Comment expliquer cela? Comment y remédier? La première section montre que deux échelles de mesure de l'amour peuvent être distinguées selon les conceptions que l'on se fait des rapports entre amour et haine, et le rôle de l'amour dans la poursuite du bonheur. La seconde section montre comment l'amour a pour l'instant été traité par les sciences sociales. La troisième section propose une définition originale de l'amour qui évite les apories des approches précédentes. Deux échelles de mesure de l'amour. Bien que les approches existantes de l'amour et de son rôle dans la société se soient toutes écartées de la question de sa mesure, un certain nombre d'hypothèses ont été plus ou moins implicitement ou indirectement avancées, qui permettent de distinguer deux échelles de mesure de l'amour, cf. Figure 1, les deux échelles de mesure de l'amour. La première échelle considère que l'amour et la haine sont deux forces opposées, Eros Thanatos, Yin-Yang, Dieu Satan, indissociables l'une de l'autre et qui alternent tout au long de la vie avec une intensité plus ou moins équivalente. Un grand amour sera suivi d'une grande haine et inversement. Le secret du bonheur consiste alors à se détacher de l'amour pour échapper à la haine, ataraxie. Dans ce cas, la haine est considérée comme de l'amour négatif et le niveau zéro de l'amour se situe entre les deux. Il correspond au bonheur. Le bouddhisme, le manichéisme et le stoïcisme peuvent être rangés dans cette catégorie. La deuxième échelle considère qu'il n'y a pas d'amour négatif et que le niveau zéro de l'amour est tout simplement l'absence d'amour, l'indifférence, un peu comme l'obscurité et l'absence de lumière et le froid l'absence de chaleur. La haine correspond alors à une absence de progression de l'amour, en cours, colère, à venir, peur ou passé, souffrance, mais elle n'est pas une fatalité et il est possible d'imaginer un monde où il n'y a que de l'amour, paradis, nirvana. Le bonheur consiste à s'y rendre s'il existe, ou à le créer s'il n'existe pas. La religion chrétienne, mais aussi la philosophie de Spinoza et de Nietzsche, peuvent être rangées dans cette catégorie. 1. Les deux échelles de mesure du niveau d'amour. Dans le premier cas, l'amour est une force bidirectionnelle et le bonheur un équilibre. Dans le second, l'amour est une force monodirectionnelle et le bonheur est une progression équilibrée. S'il n'y a pas progression, élévation, grandissement, génération de l'amour, la haine et le malheur apparaissent. Cette distinction apporte un éclairage intéressant sur les débats actuels autour de la nécessité d'une croissance plus durable, d'une croissance nulle ou d'une décroissance. Dans le second cas, ce dont l'humanité a besoin, ce n'est pas de croissance nulle ou de décroissance, mais d'un nouvel indicateur de croissance. Si au lieu de mesurer sa croissance, en prenant comme indicateur la production et l'échange de richesses, elle prenait comme indicateur la production et l'échange d'amour, cette croissance aurait de fortes chances d'être plus respectueuse de l'humain et de l'environnement. Dans la suite de cet ouvrage, c'est cette deuxième échelle qui sera retenue, car permettant une approche plus fine et plus directe de l'amour comme variation, comme différentiel, comme accélération. Cet ouvrage en effet ne propose pas de mesure absolue de l'amour, un indicateur de son niveau à l'instant T, dans un espace donné et entre certaines personnes, mais une modélisation des variations de ce niveau d'amour dans la société en faisant un certain nombre d'hypothèses sur comment cette société fonctionne et afin d'organiser quel type de comportement. C'est l'objet de la partie qui suit. Deux approches des comportements humains. Deux approches des comportements humains et de l'organisation des sociétés doivent être distinguées.
les XYZ théories et les X théories. Les XYZ théories sont des théories multifactorielles. Elles postulent que les comportements humains peuvent être expliqués, prédits et donc organisés en fonction de plusieurs facteurs X, Y et Z différents et parfois contradictoires. Lorsqu'elles parlent d'amour, ces théories ont tendance à le réduire à une de ces sous-catégories, Eros, Agapé, Philia, qui devient un facteur comme un autre dans une liste de facteurs plus ou moins hiérarchisés selon les cas. La pyramide de Maslow est un bon exemple de ce genre d'approche. Elle distingue 5 types de besoins: physiologique, sécurité, appartenance, estime, accomplissement, l'amour correspondant au troisième, appartenance. Ces besoins sont classés par niveau. Pour qu'un besoin supérieur puisse être satisfait, il faut que les besoins inférieurs aient été satisfaits au préalable. Selon cette théorie donc, l'être humain est incapable d'amour tant qu'il ne mange pas à sa faim. Pourtant, de nombreux contre-exemples viennent réfuter cette hypothèse. L'être humain est capable de s'imposer des privations matérielles extrêmes par amour, jusqu'à se contenter d'un peu d'eau fraîche pour vivre. Un autre exemple très connu est celui qui est écrit sur les frontons de nos mairies: liberté, égalité, fraternité. Notre devise postule que ces trois valeurs... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.